La consommation de produits jugés néfastes pour la santé serait généralement, ne serait pas touchée par la publicité négative qui même va jusqu'à interdire ces produits-là. C'est ce que conclut une étude assez intéressante de l'Institut économique de Montréal, dont on ne savait pas que ces questions pouvaient les intéresser, la malbouffe. Ça fait surface alors qu'aux États-Unis, il y a toute une polémique également qui existe à propos de la disparition souhaitée par certains groupes de consommateurs d'une mascotte aussi connue que Ronald McDonald, parce que les gens disent que ça incite les enfants à mal manger et que ça entraîne de l'obésité infantile. Pour mieux cerner cette problématique-là, on a deux invités. D'abord, Michel Kelly-Gagnon, qui est PDG de l'Institut économique de Montréal. Bonjour, Michel. Bonjour. Et aussi, notre autre invité, c'est Simon Boulanger, qui est associé chez Réservoir Publicité Conseil. Donc, lui, c'est le publicitaire. Bonjour. Bonjour, M. Potier. Alors, ça nous fait plaisir de vous accueillir tous les deux. Mais d'abord, Michel, moi, je veux savoir pourquoi est-ce que l'Institut économique de Montréal s'intéresse à la publicité négative ou, en fait, à la malbouffe même. En fait, à l'interdiction de la publicité comme moyen de contrôler la consommation de produits jugés néfastes. Au fond, d'abord, il y a une question de liberté qui est en cause. Deuxièmement, l'industrie de la publicité, c'est une industrie quand même d'à peu près 6 milliards par année au Canada. Donc, c'est une industrie importante. Et on se disait, est-ce que poser des restrictions importantes, soit au niveau des publicistes ou des diffuseurs, est-ce que ça génère des résultats en termes de santé publique? Donc, on a fait, entre autres, une revue de 27 études qui recueillent des données dans 40 pays. Sur différents sujets. Et la réponse, c'est que de façon générale, non. Autrement dit, que ce soit par exemple au Manitoba, où on interdit la publicité de l'alcool, alors que dans les provinces voisines, on la permettait, que ce soit au niveau de l'affichage de produits de tabac, quand on a regardé, quand il y a eu les interdictions de publicité, ça n'a pas changé la consommation. Oui, mais bon, par contre, la consommation de tabac a beaucoup diminué. Absolument, oui. C'est pas parce qu'on voit des photos affreuses sur les paquets ou parce qu'on ne fait plus de publicité dans les journaux. Dans le cas spécifique du tabac, comme je vous dis, il y a une revue qui a été faite, pas par nous, mais par Capella en 2008. Ça a été une étude économétrique majeure. Et on a vu que, par exemple, il y avait des questions comme les taxes qui pouvaient influencer. Il y avait des questions de l'acceptabilité sociale, ce qu'on appelle la dénormalisation, le fait que ça soit plus cool de fumer. Donc, il peut avoir des éléments là-dessus, mais le simple fait uniquement de la publicité en soi, uniquement ce facteur-là, en général, n'a pas... Elle a un impact, la publicité, sur le choix des marques, ça c'est clair. Et elle a aussi un impact au niveau de produits qui sont récents dans leur cycle de vie. Alors, je vous donne un exemple concret pour illustrer. Mettons le iPod, quand c'est sorti, bien, il y avait un intérêt à faire de la publicité là-dessus parce que c'était un produit qui n'était pas connu des gens. Donc là, à ce moment-là, en faisant la publicité, on pouvait les inciter à consommer ce produit-là. J'aimerais avoir le point de vue publicitaire là-dessus. Qu'est-ce que vous pensez de ces conclusions-là? Je suis d'abord pas étonné dans la mesure où, dans le cas de l'alcool, dans le cas même du tabac, même si les indices, on pourrait, avec tous les efforts qui ont été faits, on pourrait penser que il n'y en aurait plus de fumeurs, théoriquement, parce que les moyens qui ont été pris pour les dissuader sont importants. Mais je pense que quand on parle de changer des comportements auprès d'un consommateur, je veux dire, il y a énormément de facteurs qui influencent à part celui de la publicité. Et je suis pas étonné que seule la publicité, évidemment, n'ait pas de conclusion significative. Un personnage comme Ronald McDonald qu'on voit à l'écran, là, est-ce que ça fait vendre des hamburgers? Est-ce que ça fait vendre plus de malbouffe? C'est sûr que ça fait vendre plus de hamburgers. Ça contribue, je dis ben, plus d'hamburgers. En fait, je ferais une nuance. Ça favorise la vente des hamburgers chez McDonald's. Maintenant, voilà. Est-ce que ça fait plus vendre de hamburgers? Probablement que c'est un échange de parts de marché qui est plus en jeu qu'une surconsommation, je dirais, au-delà des désirs des consommateurs. Avez-vous lu l'étude de l'IADN? Parce que c'est leur conclusion aussi, sauf erreur. Hein? Ah oui, absolument. On a lu. C'est un transfert de clientèle, mais ça augmente pas la clientèle? Au total, pour des produits qui sont, encore une fois, dans leur cycle de vie en termes de maturité, donc des produits qui sont là depuis longtemps. Puis on l'a vu, d'ailleurs, dans les dernières années, il y a eu certains qui ont perdu des parts de marché dans la restauration rapide, par exemple Pizza Hut, d'autres comme Burger King qui ont gagné. Mais au total, ça c'est bien établi, je vous dirais des chiffres là-dessus, la consommation totale de restauration rapide n'a pas augmenté. Ça, c'est des faits. Est-ce qu'à la limite, ça peut entraîner un effet de délinquance? C'est-à-dire que ça joue sur l'interdit, un peu comme pour l'alcool ou pour la cigarette.
Vous m'interdisez, je ne peux plus en voir en publicité, ou même c'est peut-être un phénomène inconscient, là? Je suis convaincu que dans le cas du tabac, si on disait tantôt qu'il reste malgré tout des fumeurs, il y a probablement pour une catégorie que l'interdiction, évidemment, est une motivation probablement à Parce fumer. que, je pose la question parce que dans le cas notamment c'est même plus, c'est de la malbouffe, oui, mais c'est pas du fast-food nécessairement. On voit, par exemple, sur Internet, sur YouTube, quantité de vidéos maison de gens qui se font les sandwichs les plus dégueulasses, les plus énormes, les plus... Et ça, c'est une réaction à quelque chose, oui, ça. et puis les gens... Parce que la société veut la minceur à tout prix, puis les absolument, les gens même s'abreuvent sur Internet de ces vidéos-là un peu curieuses. Si on revient à l'aspect de publicité, de normes de publicité, au Québec, par exemple, il y a depuis quoi, une trentaine d'années, là, vous me corrigerez si je fais erreur, on a interdit la publicité destinée aux enfants. Êtes-vous pour ça ou vous êtes contre ça? Bien, nous, on n'a pas fait l'étude spécifique du sous-cas des enfants. C'est-à-dire ce sont des gens qui n'ont pas encore formé leur esprit, leur conscience. Donc, je ne pourrais pas commenter dans le sous-cas des enfants. Il me semble qu'il y a une forme de consensus social là-dessus au Québec. Les gens, je pense, accepteraient mal qu'on recommence à annoncer, à parler directement aux enfants dans les pubs. Par contre, je vous dirais quel type de produit aussi. Moi, j'ai déjà vu, par exemple, un producteur de jeux vidéo pour enfants, mais très bien adapté, là, des choses de bon goût de la région de Québec. Et lui, il trouvait très dommage de ne pas avoir la possibilité d'annoncer ses produits. Alors, je ne sais pas. Par ailleurs, je pense qu'on ne peut pas être contre la vertu. Il y a des choses, évidemment, si en tant que société, on pense que la cigarette est dommageable, si on pense que l'alcool ou la surconsommation d'alcool est un problème, je pense que de s'attaquer seulement ou strictement à la publicité, c'est une solution très facile et trop facile pour enrayer des comportements. Est-ce que le gouvernement devrait carrément sortir de ce champ-là et dire les gens sont assez grands et prendront leurs décisions? Bien, je pense qu'il peut avoir... Quel que soit le produit. Ça dépend. Dans le cas du tabac, et je pense que les avis de santé qui annoncent le fait qu'il y a des problèmes de santé, ça peut être légitime. Parce que ça coûte cher à la société en bout de ligne d'avoir aussi. un avis, une information. Mais à ce moment-là, moi, je dirais que c'est quasiment comme combattre la publicité par la publicité. C'est-à-dire que le gouvernement fait sa propre publicité pour être sûr que les consommateurs consomment en toute connaissance de cause. Mais par contre, et là, c'est un peu technique, mais je vais essayer de faire ça rapidement, l'important, c'est pas non plus de détruire les marques de commerce. Parce que, pourquoi? Si vous détruisez la marque de commerce, la seule chose qui reste aux producteurs pour se distinguer, c'est de baisser le prix. Et si vous provoquez une baisse de prix, vous n'allez pas provoquer une baisse de consommation, vous allez provoquer une hausse de consommation. Est-ce que la publicité est assez bien éthique et paramétrée au Québec? Est-ce que la plupart des publicitaires sont soucieux de ça quand on fond une campagne? Là? La plupart des publicitaires le sont, effectivement. Dans certaines catégories, je pense que la note est poussée peut-être un peu loin, justement, pour essayer de provoquer des comportements qui arrivent les véhicules qui vont vite, des choses comme ça aussi, c'est décrié beaucoup. Oui, effectivement. Mais à ce moment-là, est-ce que c'est la publicité contre les véhicules ou simplement si on n'interdirait pas plutôt les odomètres, en fait, les véhicules d'aller plus qu'à la limite permise? Parce que c'est comme ça qu'on va dissuader des comportements bien plus que par enrayer la publicité. En 10 secondes, comment on règle le problème de l'obésité chez les enfants? On les incite à faire du sport, à être actifs, à prendre un ballon et aller jouer dehors. Oui, et on leur donne de l'information pour qu'ils puissent effectivement, eux à leurs parents, être en mesure de faire un choix. Merci beaucoup à vous deux. Merci.